amis, je suis à La Réunion avec Christian O'Haraud et il va avoir le plaisir de lancer notre série Entrepreneurs sur la chaîne Patrimoine. Alors là, nous sommes sur la chaîne gratuite du Courrier. Il va aborder le sujet de la retraite des chefs d'entreprise, mais ne manquez pas l'interview Patrimoine qu'il va nous donner sur faut-il émigrer à La Réunion pour échapper à la métropole et faut-il, peut-on, doit-on créer une entreprise à La Réunion si on s'installe à La Réunion. Alors, Christian O'Haraud, tu nous dis en 3 mots qui tu es? Moi, je suis Christian O'Haraud, artisan pendant 35 ans. J'ai été 2 ans formateur et employé pendant 5 ans. Donc, avec mon père dans l'entreprise familiale. Voilà, donc... Tu étais artisan dans quel domaine? Alors, j'étais artisan dans le domaine de la menuiserie à bois et ensuite, par la force des choses, dans le domaine de l'aluminium, puisque la demande s'est faite dans l'aluminium. Alors, concrètement, ça consistait en quoi? Tu fabriquais, t'aidais à construire des maisons? Ah oui, je fabriquais les menuiseries en bois, je faisais la rénovation de bâtiments historiques et ensuite on fabriquait des menuiseries aluminium, donc pour différents immeubles, pour des particuliers, pour l'administration, les appels d'offres, tout ça, voilà. Donc très, très varié. Ton entreprise est montée jusqu'à combien de salariés? Alors, j'ai eu jusqu'à 18 salariés pour le compte de l'entreprise, mais en sachant qu'il y avait un certain nombre d'employés qui étaient des intérimaires. Donc, je passais par une boîte d'intérim pour certains d'entre eux. Mais j'étais aussi associé pendant un certain temps à une entreprise de bâtiment en parallèle, en plus de mon entreprise personnelle. Voilà. Donc tu as toujours fait des affaires, si j'ose dire, à La Réunion. Tu as un entrepreneur réunionnais. J'ai fait des affaires à La Réunion, j'ai fait quelques affaires aussi, et on a essayé de faire des affaires sur les Comores et sur l'île Maurice, mais bon, j'ai vu que c'était très difficile d'être partout à la fois, donc je me suis concentré ensuite principalement à l'île de La Réunion. Concrètement, tu as été entrepreneur combien de temps? Est-ce que tu étais toi-même fils d'entrepreneur? Et combien de temps tu es resté entrepreneur? Alors, je suis resté entrepreneur pendant 35 ans. Et donc, avec des périodes avec 1, 2 salariés, jusqu'à 18 salariés, quoi. Ça a varié au fur et à mesure par rapport à la demande. En sachant, je précise quand même que je fais partie de ceux qui ont embauché des personnes qui étaient à la rue. Donc, on a fait aussi beaucoup de social. Ça veut dire quoi pour un patron, faire du social? Faire du social, c'est pas conseillé, je dirais. Faire du social, c'est quand un jeune vient vous voir pour faire un contrat d'apprentissage. Vous n'avez pas particulièrement besoin de lui, mais comme vous voyez qu'il vient en plusieurs fois, donc vous le prenez. Ensuite, il a envie, quoi. Il a envie de s'intégrer. Oui, tout à fait. Il a envie de s'intégrer, il a envie de trouver quelque chose, il a envie de participer à l'activité. Donc, on n'a pas spécialement grand besoin, mais bon, on lui donne une chance. Mais bon, c'est quand même des fois bien aux frais de l'entreprise. J'ai embauché aussi quand même pas mal de personnes qui étaient à la rue, qui dormaient dans leur voiture. Donc c'est des personnes qui m'ont été proposées par des employés de l'entreprise, pas des assistantes sociales, pas des personnes extérieures qui m'ont sollicité donc pour aider ces personnes qui étaient vraiment dans la déchéance, qui étaient vraiment dans le besoin de trouver une porte de sortie pour s'en sortir, pour intégrer la société. Est-ce que ça t'a posé des problèmes parfois de faire du social?
Ça, moi personnellement, non, ça m'a pas fait causer de problème particulier. Par contre, on fait, je dirais c'est un choix. Il y a une satisfaction personnelle de pouvoir aider des gens qui sont à la rue, des gens qui ont besoin, et d'apporter une connaissance, un savoir, une expérience à des personnes. C'est vraiment une satisfaction personnelle. Par contre, quand on a ensuite des difficultés pour X raisons, hein, l'entreprise peut avoir un manque de marché, peut avoir des difficultés, des impayés donc de clients, l'entreprise se retrouve en difficulté. Et ben, les personnes qu'on a aidées, bien sûr, ce ne sont plus des amis, hein, ce sont des employés tout simplement. Et donc on fait intervenir les syndicats pour résoudre, trouver des solutions. Voilà, mais bon. Tu veux dire qu'il n'y a pas de reconnaissance? Ils ne te renvoient pas l'ascenseur, tu les aides et, non, ils ne sont redevables de rien. La reconnaissance, je ne connais pas. Pourtant, j'ai aidé beaucoup de personnes qui étaient dans le coma à l'hôpital, qui étaient vraiment dans la difficulté, besoin de réinsertion, etc. Mais enfin bon, c'est pas pour lancer des fleurs, mais bon, c'est vrai que c'est plutôt génétique, c'est une tendance, je dirais, familiale de mes grands-parents et mes parents mon père a grandi dans la rue, donc il a toujours fait ça. Je dirais que c'est dans les gènes personnels et il n'y a rien à regretter. J'ai même recruté des personnes qui étaient en métropole, c'est-à-dire des gens qui m'ont sollicité en métropole pour réinsérer leurs enfants. Donc une personne donc à Cannes que j'ai inséré à La Réunion pour faire sortir du réseau de criminels, drogue, etc. Voilà, donc, et qui aujourd'hui est toujours inséré ou qui est sorti ensuite ben ça c'est des personnes qui sont rentrées en métropole, je n'ai plus aucune nouvelle, hein, donc c'est toujours comme ça de la vie. Donc on aide les gens et puis bon, ils partent, on les revoit pas, hein, donc je sais pas pourquoi que c'est comme ça, voilà. Mais on le fait pour aider les gens tout simplement, on cherche pas. Alors tu m'as écrit pour me parler de ta retraite, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, puisqu'effectivement beaucoup de gens se disent les patrons c'est des salauds, c'est des exploiteurs, ils nous traitent comme des esclaves, ils s'enrichissent sur notre dos, c'est nous qui faisons la plus-value et eux ne font rien, ils se contentent d'attendre que l'argent tombe et ils ont une vie rêvée. Est-ce que tu peux nous parler de la retraite de l'artisan que tu as été? Alors il faut savoir que un artisan c'est quelqu'un qui est très sollicité, c'est quelqu'un, lorsque les choses vont bien, il a un bon train de vie. C'est quoi un bon train de vie? Une Porsche, une villa avec une énorme piscine, un bateau Non, pas du tout, pas du tout. Ça pourrait être le cas, ça n'empêcherait pas. Donc c'est pas mon cas. Nous on a préféré, je dirais, peut-être plutôt voyager un peu, faire profiter les enfants, découvrir un peu certains pays. Et puis donner le plus possible donc à nos enfants pour qu'ils aient une éducation, pour qu'ils aient à l'école et qu'ils puissent faire leur cursus scolaire dans de bonnes conditions, etc. Et disons que quand je dis bon train de vie, c'est surtout qu'on n'était pas à se plaindre. Voilà. Au vu de la population aux alentours, autour de nous, de la Réunion, on avait l'impression de passer pour des riches, les gens nous prenaient pour des riches parce que par rapport à eux, par rapport à un certain nombre de personnes. Et il faut savoir qu'une entreprise, par exemple moi, je sponsorisais des sportifs, je sponsorisais différentes associations.
Donc, pour aider, je sponsorisais des associations d'insertion. Donc, on a fait beaucoup d'actions et on était content de faire parce que ça nous faisait aussi de la publicité pour l'entreprise à côté. Hein. Faut bien reconnaître les choses. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une entreprise peut très bien vivre dans de très bonnes conditions, s'en sortir, avoir de bonnes affaires. Par contre, lorsque les choses vont mal, lorsqu'il y a une crise économique, lorsqu'il y a une crise quelconque, l'entreprise a des difficultés et un vrai chef d'entreprise responsable, bon père de famille comme moi j'ai été, on essaye de faire tout, on met son argent personnel dans l'entreprise pour essayer de sauver les emplois, sauver l'entreprise. Et le problème, c'est que ce jour-là, eh ben, on perd beaucoup d'argent. Associé à cela, un chef d'entreprise, il peut aussi perdre sa famille. Donc, il peut beaucoup aujourd'hui, je dirais, ça devient banal, passe par le divorce. Et quand vous divorcez, eh ben, on perd tout. On perd Explique-nous pourquoi. Ben, tout simplement parce qu'on a souvent le chef d'entreprise, un agriculteur, il s'investit beaucoup personnellement dans son entreprise parce que c'est avant tout, il passe beaucoup de temps, c'est une passion. Il y a le besoin de faire au mieux, de satisfaire la clientèle, aussi de faire du chiffre d'affaires, mais faire en sorte que l'entreprise puisse s'en sortir le mieux possible dans de bonnes conditions et d'assurer la pérennité des emplois de l'entreprise, ça devient une obsession. Mais pour cela, on y passe beaucoup de temps. On y passe du temps la journée, bien sûr, comme les employés. Mais avant les employés, on y passe aussi déjà du temps pour la préparation. Le soir, on passe du temps, puisqu'il faut faire un peu le bilan de la journée, il faut préparer le lendemain, il faut prévoir un certain nombre de choses. Ce qui laisse peu de temps à la vie familiale. Je dirais que c'est un tort des chefs d'entreprise, de l'artisan, du petit commerçant, de l'agriculteur, mais c'est aussi parce que la société ne nous a pas préparés, les institutions ne nous ont pas préparés et on nous laisse partir comme ça en oubliant que finalement l'entreprise ce n'est pas nous. Nous sommes un père de famille, nous sommes un dirigeant d'entreprise, mais l'entreprise, c'est quelque chose de très personnel à l'entreprise qui n'a strictement rien à voir. Et on s'en rend compte le jour où l'entreprise a des difficultés. Parce que ce jour-là, on a tout mis dans l'entreprise, on a misé tout dans l'entreprise, mais quand on perd sa femme, on perd sa famille, on perd tout, il n'y a plus personne pour vous aider. Il n'y a plus de salariés, il n'y a plus d'amis, plus de famille pour vous aider à vous en sortir. Donc, même si pendant 15 ans, 20 ans, vous avez prospéré, vous avez réussi, vous pouvez tout perdre du jour au lendemain parce que s'il y a une séparation, s'il y a un divorce, ben vous êtes déjà démotivé. Si vous avez un contrôle fiscal, vous êtes complètement démotivé. L'entreprise se plante, l'entreprise coule et vous vous retrouvez avec rien, quasiment rien du tout. Il n'y a pas de chômage, pas de filet social, comme on dit. Le chef d'entreprise n'a strictement droit à rien du tout et on s'en rend compte malheureusement très tardivement. Personnellement, pour vous donner un exemple, j'ai eu un accident, un petit accident, et ça m'a coûté 1 an et demi d'handicap en fauteuil roulant. Comme je ne connais pas ce que veut dire des congés d'accident de travail, il ne m'est pas passé du tout à l'idée de demander à mon médecin un arrêt de travail. Au bout d'1 an et demi
Je ne pensais pas un seul instant que mon arrêt de travail aurait duré 1 an et demi. Au bout d'1 an et demi, je demande à mon assureur, donc si je peux prétendre aux prestations, l'assureur me dit oui. Par contre, l'assureur me demande l'arrêt de travail du médecin que je ne connaissais pas, j'ai jamais demandé un arrêt de travail. Donc voilà qu'on est pris dans un piège, 1 an et demi sans aucun revenu, et j'étais obligé de vendre du matériel, vendre mon véhicule pour pouvoir m'en sortir, parce que 1 an et demi avec 0 € d'entrée, d'accord, mais avec les cotisations, avec plein de charges à payer, avec des impôts à payer. Donc c'est vraiment la descente aux enfers. Voilà. Alors, tout ça pour dire, à la fin, puisque tu as tout à fait raison de parler de tout ça, puisque les salariés fantasment le patron quand ça va bien, mais ils font l'impasse sur les sacrifices qu'il faut pour y arriver, et sur les difficultés quand elles arrivent. La retraite du chef d'entreprise à la fin que tu es avec, tu as cotisé combien d'années? Alors j'ai dû cotiser, réellement j'ai dû cotiser 25 ans environ. Il y a des années où j'ai eu des difficultés, ou bien j'étais salarié d'entreprise, parce que j'avais une période de temps, j'étais associé, donc et j'ai privilégié donc un salaire de gérant. La difficulté que j'ai, le problème que j'ai rencontré lorsque j'ai fait la demande de la retraite, c'est que comme quand un chef d'entreprise ou un agriculteur a très peu de revenus, d'accord, on n'a pas beaucoup d'impôts à payer, mais on n'a pas beaucoup de cotisations sociales non plus à payer, puisque en fait, quand on a payé toutes ces charges, les charges fiscales, les salaires, tout ce qu'on doit, je parle pour une entreprise honnête qui perdure, hein. Donc, finalement, on arrive à la fin de l'année avec un bilan mitigé. C'est-à-dire qu'en fait, on a pu s'en sortir, on a pu faire tout ce qu'on souhaite, mais il n'y a pas de bénéfice net de l'entreprise. Ce qui fait que, en fait, on n'a pas beaucoup de cotisations à payer. Donc, on n'est pas malheureux ce jour-là, puisqu'on n'a pas payé beaucoup de cotisations. Par contre, le jour où on va faire la demande de la retraite, j'ai constaté une chose, c'est que le montant de cotisation qu'on a cotisé n'est pas suffisant pour valoriser un trimestre. C'est-à-dire que même si on est à jour de ces cotisations, on n'a pas suffisamment cotisé pour dire que dans une année, on a cotisé 4 trimestres. Et je me retrouve, même ayant cotisé, avec la considération d'un trimestre par année. C'est-à-dire qu'on divise par 4 on divise par par 4 cotisations. Oui, en fonction du montant des cotisations qu'on a cotisées. De même, lorsqu'on est en difficulté, il m'est arrivé d'avoir des difficultés pour payer les cotisations. J'ai fait une demande gracieuse donc pour diminuer. Effectivement, on a une bonne réponse donc favorable de la caisse de cotisation des artisans. Mais à la sortie, c'est qu'on ne nous dit pas que pour avoir payé très peu ou d'avoir eu un dégrèvement considérable de cotisation, ça va se répercuter sur nos calculs de cotisation de retraite. Voilà. Et donc, aujourd'hui, je me retrouve après avoir travaillé 35 ans en tant qu'artisan, avoir travaillé comme salarié dans l'entreprise familiale, avoir travaillé 2 ans donc, dans une administration, une institution comme enseignant, je me retrouve avec 150 € de retraite. Ça fait quand même drôle de se retrouver ça. On a vraiment l'impression d'être complètement déconsidéré par rapport à tout ce qu'on a fait dans une vie, puisque j'ai dû former une vingtaine, une trentaine
d'apprentis et beaucoup de salariés que j'ai appris le métier, que j'ai formé. J'ai permis à un certain nombre de personnes d'avoir une maison. Donc, c'est très peu de reconnaissance d'avoir 150 € de cotisation. Ça ne vous donne pas envie de retraite mensuelle. Et je sais qu'à La Réunion, il y a beaucoup d'artisans, beaucoup d'agriculteurs qui se retrouvent avec 150, 200, 300 € de cotisation. De retraite, excusez-moi, de retraite. Voilà. Et donc, c'est pour des gens qui ont consacré leur vie à un métier, nourrir, former, faire des immeubles, faire des chantiers, faire des œuvres d'art, être reconnu pendant toutes ces années par la profession, par la clientèle, par les institutions, et se retrouver du jour au lendemain comme quelqu'un méprisé, je dirais, quelqu'un d'inutile, c'est peu valorisant et c'est même blessant. Est-ce que, parce que tu nous fais un constat pessimiste, est-ce qu'aujourd'hui, face à... Alors, il y a pas mal de jeunes qui se posent la question de créer leur entreprise, mais il y a aussi pas mal de gens, de salariés qui à un moment donné se disent « Ah, je créerais bien ma petite affaire autour de 30-40 ans ». Est-ce que tu leur dis « Ne le faites pas » ou est-ce que tu leur dis « Allez-y » ? Non, moi je leur dis qu'il faut se lancer, qu'il faut le faire. La seule chose, c'est que on ne met pas suffisamment en garde, on n'accompagne pas suffisamment les personnes avant que ces personnes ne s'engagent. Moi, j'ai toujours expliqué, parce que j'ai été 15 ans administrateur à la Chambre de métier, j'ai voulu mettre un certain nombre de formations en place, mais bon, on n'est pas écouté. Quand on veut se lancer dans une entreprise, il faut savoir c'est quoi réellement une entreprise. Quand on veut embaucher, il faut savoir c'est quoi réellement être un employeur. Un employeur, c'est beaucoup de responsabilités et beaucoup de paperasse. Beaucoup de paperasse, et il faut connaître les lois. Malheureusement, on n'explique pas suffisamment aux personnes qui veulent s'engager, qui veulent faire les choses, qu'il faut vraiment différencier le patrimoine personnel et le patrimoine de l'entreprise. Si on commence par ça et on explique aux gens que l'entreprise c'est vraiment une une entité bien à part, et que le chef d'entreprise, ce n'est qu'un employé qui a des responsabilités, mais ce n'est qu'un employé de l'entreprise. Si on arrive à mettre ça dans la tête des gens, il n'y a aucun problème. Mais non, d'avoir son entreprise, de réussir, non, on ne peut qu'encourager les gens. C'est parce qu'on vit vraiment une passion, et puis on peut faire aussi de bonnes affaires, réussir dans la vie. Voilà. Par contre, il faudrait peut-être revoir le système, comment le système des cotisations, et puis reconnaître les gens, et pour que les chefs d'entreprise puissent aussi avoir des droits. Voilà. Bon, on y revient sur la chaîne Patrimoine, notamment Christian va nous dire faut-il créer ou non une entreprise à La Réunion, et on le redit, la chaîne Patrimoine, 4,99 € par mois sur YouTube. Vous abonnez, c'est très facile, et nous accompagnons, nous donnons des conseils. Nous nous lançons cette année dans les conseils aux gens qui veulent créer leur entreprise, faire l'accompagnement dont Christian parle, et c'est effectivement très important d'avoir à l'esprit quelques questions, parce que c'est la condition pour réussir son entreprise et ne pas y laisser son patrimoine personnel. Merci Christian, et rendez-vous sur la chaîne Patrimoine.